Ibrahim Traoré met en lumière la mafia des dirigeants de l'Afrique de l'Ouest et déstabilise le système établi. Tout commence par une déclaration qui a fait trembler les cercles du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Une déclaration directe, sans filtre, sans diplomatie inutile. Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté de répondre à une critique ou à une pression extérieure. Il a exposé un système profondément enraciné, complexe, invisible pour certains, mais terriblement réel pour ceux qui vivent ses conséquences au quotidien. Ce qu'il met en lumière dépasse largement la simple question politique. Il parle d'un réseau, une mécanique bien huilée où certains dirigeants, certaines élites, certains intérêts étrangers et certains relais médiatiques fonctionnent ensemble, consciemment ou non, pour maintenir un équilibre qui ne profite pas au peuple. Et ce qui dérange, c'est pas seulement ce qu'il dit, mais la manière dont il le dit. Frontalement, sans détour, avec une conviction qui ne laisse aucune place au doute. Très vite, ces prises de parole ont déclenché des réactions en chaîne. Des soutiens populaires massifs, mais aussi une hostilité croissante venant de différents fronts. Car en dénonçant ce qu'il qualifie de mafia des dirigeants, il touche à des intérêts puissants, installés depuis des décennies. Des intérêts qui reposent sur une logique simple: contrôler les ressources, influencer les décisions politiques, orienter l'opinion publique. Dans cette dynamique, les réseaux sociaux jouent un rôle central. Traoré et ses soutiens dénoncent l'existence de véritables armées numériques capables de lancer des campagnes de désinformation en quelques heures. Des pages se faisant passer pour des médias crédibles, des vidéos manipulées, des discours déformés, des deepfakes, tout un arsenal moderne utilisé pour influencer les masses. Le schéma est souvent le même. Une information apparaît sur une page obscure, puis elle est relayée presque instantanément par des dizaines d'autres comptes. En quelques minutes, elle devient virale. Et même lorsqu'elle est démentie, le mal est déjà fait. L'opinion est impactée, le doute est semé, et dans un contexte déjà fragile, cela suffit à créer des tensions. Ce que Traoré souligne, c'est que ces opérations ne sont pas le fruit du hasard. Elles répondent à une logique stratégique. Affaiblir certains régimes, discréditer certaines orientations politiques, ou au contraire, renforcer des narratifs favorables à certains intérêts. Et selon lui, plusieurs de ces réseaux trouvent leur origine en dehors des pays de l'AES, notamment dans des zones où les intérêts géopolitiques sont particulièrement actifs. Mais au-delà de la guerre de l'information, c'est une guerre d'influence beaucoup plus large qui se joue. L'intervention de l'Union européenne sur le dossier de Mohamed Bazoum en est un exemple frappant. Pour les pays de l'AES, cette prise de position est perçue comme une ingérence directe, une tentative de peser sur des décisions internes, au nom de principes qui, selon eux, ne sont pas appliqués de manière équitable ailleurs. La réponse de la Confédération des États du Sahel a été claire. Aucun acteur extérieur ne dictera leur trajectoire. Ce message marque une rupture. Une volonté affirmée de redéfinir les relations internationales, de sortir d'un modèle où les décisions locales sont constamment influencées par des pressions extérieures. Dans ce contexte, les tensions avec certains pays voisins deviennent plus visibles. Les relations avec la Côte d'Ivoire, par exemple, sont régulièrement au cœur des débats, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le terrain médiatique et idéologique. Traoré et ses soutiens accusent certains acteurs de jouer un double jeu, utilisant les positions de l'AES pour des luttes politiques internes, sans véritable adhésion aux principes défendus. Ce phénomène, qu'il qualifie de subactivisme, consiste à instrumentaliser les discours panafricanistes pour servir des agendas locaux. Résultat, une instabilité permanente dans les prises de position, une incohérence dans les discours, et surtout une perte de crédibilité dans les débats publics. Mais le cœur du message de Traoré va encore plus loin. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer, il s'agit de réveiller une conscience collective, de rappeler que les véritables enjeux ne sont pas les querelles politiques ou les rivalités personnelles, mais la souveraineté, la dignité et le développement des peuples africains. Il insiste sur le fait que l'Afrique ne doit plus être un terrain de jeu pour des puissances extérieures, que les décisions doivent être prises en fonction des réalités locales, des besoins des populations, et non des intérêts économiques ou stratégiques étrangers. Et surtout que cette transformation ne peut venir que de l'intérieur. Cependant, ce discours ne fait pas l'unanimité. Certains y voient une vision trop radicale, susceptible d'isoler davantage les pays concernés. D'autres s'inquiètent des conséquences économiques, notamment en termes de coopération internationale et d'investissement. Mais pour Traoré, ces craintes sont souvent exagérées ou instrumentalisées pour maintenir le statu quo. Il affirme que le véritable danger n'est pas l'indépendance, mais la dépendance. Une dépendance qui se traduit par des accords déséquilibrés, des politiques imposées et une incapacité à maîtriser ses propres ressources. Et selon lui, tant que cette dépendance perdurera, les crises continueront.
Un autre point clé de son discours concerne la perception du terrorisme dans la région. Il accuse certains acteurs de manipuler cette menace pour justifier leur présence ou leurs interventions. Il ne nie pas l'existence du problème, mais remet en question certaines approches et certaines alliances. Dans le cas du Bénin, par exemple, il évoque une situation préoccupante au nord du pays. Mais au lieu de se limiter à une analyse sécuritaire, il pointe du doigt des choix politiques et des influences extérieures qui, selon lui, aggravent la situation. Il met en garde contre les conséquences à long terme si ces dynamiques ne sont pas corrigées. Cette vision s'inscrit dans une critique plus large de ce qu'il appelle la France-Afrique. Un système historique de relations entre la France et ses anciennes colonies basé sur des intérêts économiques, politiques et militaires. Bien que ce terme soit contesté par certains, il reste une référence dans de nombreux débats. Traoré affirme que ce système n'a jamais réellement disparu, mais qu'il s'est transformé, moins visible, plus subtil, mais toujours présent. Et selon lui, c'est précisément cette transformation qui le rend plus difficile à combattre. Dans ses interventions, il insiste également sur la responsabilité des Africains eux-mêmes. Il ne se contente pas de critiquer les acteurs extérieurs, il appelle à une prise de conscience interne, à une remise en question des élites, des comportements, des choix collectifs. Il rappelle que le changement ne viendra pas uniquement des dirigeants, mais aussi des citoyens, de leur capacité à s'informer, à analyser, à résister aux manipulations, et surtout à s'unir autour d'objectifs communs. Car au final, le message qu'il porte est simple, mais puissant. L'Afrique doit reprendre le contrôle de son destin. Cela implique des sacrifices, des tensions, des remises en question. Mais pour lui, c'est le seul chemin possible. Et c'est précisément cette détermination qui dérange. Parce qu'elle remet en cause des équilibres établis depuis longtemps. Parce qu'elle ouvre la porte à des changements profonds. Et parce qu'elle inspire, au-delà des frontières, une nouvelle génération prête à remettre en question l'ordre existant. Dans ce contexte, chaque déclaration, chaque décision, chaque mouvement est scruté, amplifié, contesté, soutenu. La bataille ne se joue pas seulement sur le terrain politique ou militaire, mais aussi dans les esprits, dans les perceptions, dans les récits. Et c'est là que tout se joue. Car au-delà des discours et des stratégies, il y a une question fondamentale: qui contrôle le récit? Qui définit la réalité? Qui influence les opinions? Ibrahim Traoré a choisi de s'attaquer à ces questions, de briser certains codes, de dire ce que beaucoup pensent sans oser le dire. Et en faisant cela, il ne se contente pas de dénoncer un système. Il en expose les failles. Mais une chose est certaine, rien ne sera plus comme avant. La suite de cette dynamique révèle une autre dimension encore plus profonde, souvent ignorée dans les débats publics: la bataille psychologique. Car au-delà des décisions politiques et des alliances stratégiques, ce qui est en jeu, c'est la manière dont les populations perçoivent leur propre réalité. Ibrahim Traoré insiste sur ce point avec force. Selon lui, pendant des décennies, les Africains ont été conditionnés à douter d'eux-mêmes, à croire que les solutions ne pouvaient venir que de l'extérieur, à accepter des modèles imposés comme étant les seuls viables. Ce conditionnement, dit-il, ne disparaît pas du jour au lendemain. Il s'infiltre dans les discours, dans les médias, dans les débats quotidiens. Il influence la manière dont les citoyens jugent leurs dirigeants, dont ils interprètent les crises, dont ils perçoivent les initiatives locales. Et c'est précisément pour cela que la guerre de l'information est si intense. Parce que celui qui contrôle le récit contrôle en partie les décisions collectives.